Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Romain Lacroix, le PDG de MAPED, l'entreprise de fourniture scolaire et de bureaux, vient de devenir société à mission avec deux objectifs inscrits dans ses statuts, l'éducation et l'éco-conception de ses produits. Pour notre débat, je vous présenterai un nouveau binôme réuni par l'association Entrepreneurs pour la planète. On parlera beaucoup de tourisme durable avec la fondatrice de Buddies and Trips et sa mentor, experte comptable et commissaire aux comptes. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Things, plateforme de réparation d'objets qui mettent en relation consommateurs et artisans. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. Bonjour Romain Lacroix, bienvenue. Vous êtes donc le président de MAPED, marque française, indépendante, familiale, créée en 1947 à Annecy. Alors, j'ai envie de dire, votre métier, c'est les fournitures scolaires, mais pas que, c'est un peu ça ? Oui, en tout cas, historiquement, c'est la fourniture scolaire. On a commencé par le compas, et puis ensuite, on s'est diversifié avec des ciseaux, des tailles-crayons, enfin tout ce qui équipe, tous ces accessoires qui équipent la trousse de l'enfant. Et puis pas que, effectivement, parce qu'on a décidé de donner une tournure un peu différente à ce que nous faisions et à faire de notre offre une offre participant à un bien commun, disons, ou à une cause supérieure. Et cette cause supérieure, c'est celle de l'éducation, donc favorisant que nous devenions société à mission. Et ça, on va évidemment en parler. Quelques chiffres clés concernant MAPED. Chiffre d'affaires 2021, près de 200 millions d'euros, 1800 collaborateurs, 17 filiales dans le monde et 3 sites de production, France, Chine et Mexique. Un mot de votre activité et du contexte quand même difficile depuis plusieurs années, notamment sur les matières premières. Est-ce que, est-ce que votre activité est en croissance? Et deux, est-ce que vous avez souffert de ces ruptures de fourniture, c'est le cas de le dire, et d'approvisionnement? Oui, alors bon, bien sûr, je ne reparle pas du Covid parce que le Covid nous a fortement impacté en 2020 et à travers le reste du monde, aussi bien qu'en France que le reste du monde. 2021-2022, on souffre principalement de trois effets. Un, c'est la hausse des matières premières. Ça a été très impactant. La deuxième, c'est évidemment le transport international. On passe d'un coût de container 40 pieds, puisqu'on importe de nombreux produits, on passe d'un coût de container de $2000 à peu près en 2019 à 10 ou 12 000 en 2022. Je vous laisse faire les calculs quand on en apporte à peu près 1 millier ou 2 milliers d'ailleurs au niveau du groupe. Et puis troisièmement, c'est la hausse du coût de la main-d'œuvre, notamment industrielle, dans le monde, pas qu'en France, dans le monde, du fait des problématiques d'inflation, donc 2023, un petit peu 2022, mais surtout 2023, et attendu pour 2024. Donc effectivement, une conjoncture qui n'est pas évidente. Oui, effectivement, et ça c'est ce qu'on ressent chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et donc depuis le mois de septembre dernier, et on va consacrer l'essentiel de cette interview à ça. MAPED est devenue une société à mission. Déjà, pourquoi ce choix? C'est un processus en général, pourquoi ce choix? Ce choix parce qu'il nous semble que l'entreprise que nous animons aujourd'hui, mon frère Antoine et moi-même, et puis l'ensemble des équipes, parce qu'on est très loin de prendre les décisions seuls, on pense que l'entreprise que nous animons a changé de statut de fournisseur industriel et distributeur d'accessoires scolaires. Nous sommes devenus donc toujours cet industriel et ce distributeur de fournitures scolaires, mais pour servir une cause un peu supérieure, en l'occurrence celle de l'éducation des enfants, de nos enfants, partout dans le monde. Et il se trouve que le cadre de la loi, et notamment la loi Pacte en France, le permet comme il le permet en Italie ou aux États-Unis. Et donc on a sauté sur l'occasion quand, avec les équipes, nous nous sommes accordés sur cette mission chez MAPED, déployée en 2021, elle est de donner aux enfants le pouvoir de changer le monde avec leurs mains. Eh bien nous nous sommes dit, chiche, nous devenons entreprise à mission parce que le cadre de la loi nous l'autorise, et c'est assez rare de mettre l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices d'accord sur une promesse. Il se trouve que cette promesse, cette mission, qui est un peu notre raison d'être, eh bien, elle fait l'unanimité chez nous. Mais d'une certaine façon,
c'est votre métier de produire des fournitures scolaires. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends bien l'engagement que ça représente. Puis on parlera de l'éco-conception des produits dans un instant. Mais rendre l'éducation accessible à tous, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, au-delà de la production et de la distribution de vos produits? Alors, société à mission, nous sommes société à mission depuis le mois de septembre 2022 et cela vient avec un certain nombre d'engagements. Mais avant cet engagement, c'est une forme de philosophie. Et cette philosophie, c'est l'idée de dire qu'une entreprise privée doit être profitable et elle doit l'être de manière structurelle à long terme, puisque sinon elle passe par un moment un peu délicat qui est de ne plus être libre et voire jusqu'à mourir. Donc ça, c'est le postulat de base qui n'est absolument pas remis en question. Par contre, société à mission vient favoriser que l'on ajoute l'idée selon laquelle cette entreprise profitable économiquement peut aussi, voire doit aussi servir une cause qui elle-même est favorable d'un point de vue social, sociétal, environnemental. Ça, c'est la philosophie que nous suivons. Et cette philosophie, elle s'accompagne donc de 4 objectifs statutaires qui sont des engagements. Et ce sont des engagements autour desquels nous répondons face à un comité de mission que nous avons nous-mêmes nommé, mais qui lui-même est constitué d'intervenants, notamment externes. Et pour prendre la question de l'objectif statutaire qui consiste à rendre nos produits accessibles, notre offre d'accessoires scolaires, l'idée est de dire qu'aujourd'hui elle est très peu présente, très peu impactante du côté de pays pauvres. Je pense aux pays d'Afrique, je pense à l'Inde, je pense à un certain nombre de pays d'Amérique centrale. Eh bien nous-mêmes développons un certain nombre de produits plus frugaux, tout aussi durables et de la même ou du même niveau de qualité, avec des niveaux de rémunération pour l'entreprise Maped moindres, mais qui favorisent que ces enfants-là, qui vivent dans des conditions qui ne sont absolument pas les conditions dans lesquelles nos enfants vivent, eh bien, puissent avoir d'une certaine manière les mêmes chances. Alors le deuxième objectif, on va dire prioritaire, c'est l'éco-conception de vos produits. Alors il y a un objectif de réduction de vos émissions de CO2 et ça passe évidemment par un bilan carbone. Qu'est-ce qui ressort de ce bilan carbone? C'est quoi les postes qui émettent le plus de gaz à effet de serre en fait? Alors, exact, très bonne question. Ce bilan carbone, nous avons commencé à le mettre en place et le rendre disponible pour information, bien évidemment, en 2019 à partir de nos données bilan carbone 2018. La première conclusion que l'on tire de cela en 2019, c'est que notre groupe, qui est un groupe industriel, il génère à peu près 100 000 tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par an au regard de l'ensemble de ces processus et notamment de son processus industriel. Parce que c'est le processus industriel qui est le processus le plus consommateur, notamment de mise à disposition d'énergie ou d'allocation d'énergie pour transformer la matière et générer les produits que nous développons ici en interne. Ça, c'est le premier poste. Et puis le deuxième poste, c'est le transport. Nous avons, à partir de cette information d'à peu près 100 000 tonnes de CO2 par an, nous avons mis en place un objectif qui est un objectif ambitieux, qui est de réduire de l'ordre de 30% nos émissions carbone entre 2018 et 2026. Et j'ajoute une chose, parce que cela me semble important, c'est que cette réduction de 30% à peu près de nos des équivalents, enfin de tonnes de dioxyde de carbone ou équivalent dioxyde de carbone généré, nous l'abordons sans compensation. C'est-à-dire que cette baisse de 30% sur 8 à 9 ans, nous l'abordons par une refonte complète de nos modes opératoires, de nos modes industriels, de nos modes de transport, sans compensation. Nous compensons, mais nous décidons de ne pas communiquer sur notre compensation parce que le fait de dire que, comme d'ailleurs un certain nombre d'entreprises le font, le fait de dire que telle ou telle entreprise est neutre en termes de génération d'émissions carbone nous semble un peu scandaleux puisque c'est impossible. Donc, nous pensons et nous travaillons avec notamment nos équipes R&D industrielles à cette baisse de 30% par l'intermédiaire d'une refonte de nos processus industriels. Alors on peut prendre peut-être un exemple autour de l'énergie, parce que ça a été un enjeu et c'est encore un enjeu majeur en termes de coût, même si elle est en train de baisser depuis quelques semaines. Vous avez fait des choix d'électricité verte, d'énergie verte, racontez-nous.
L'ensemble du site, merci, parce que ça, on n'en parle pas suffisamment, l'ensemble de notre site ici, qui est à Pringy, en Haute-Savoie, et depuis lequel je me suis connecté à vous, eh bien, il est alimenté à 100% par de l'énergie verte. C'est pas suffisant, ce n'est jamais suffisant. Cela nous semble être une première initiative forte, bien menée par nos équipes, qui est un peu plus coûteuse, naturellement, mais qui nous semble être une partie de notre responsabilité. L'énergie pour produire, désormais, est verte, en tout cas en France, parce que nous avons un petit site industriel. Donc, la question de l'énergie est une question évidemment essentielle, puisque toute action industrielle, toute action logistique, toute action commerciale part au départ par une allocation d'énergie. Voilà la réponse que nous avons apportée sur notre site français qui emploie ici entre 220 et 230 personnes. Merci beaucoup Romain Lacroix. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples à donner, mais c'était passionnant de voir voilà, toute la démarche d'entreprise à mission de MAPED. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, un binôme d'entrepreneuses pour la planète. Le débat de ce Smart Impact, Entrepreneurs pour la planète, donc association d'intérêt général qui réunit des entrepreneurs, des entrepreneuses qui œuvrent pour la transition écologique des entreprises. C'est du mentorat pour les projets à impact positif. Et je vous présente un nouveau binôme dans cette émission, Manon Zarka-Grunwald. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Buddies and Trips, et Dina Ranjamalala. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes experte comptable, commissaire aux comptes et fondatrice de Mikiris. Vous allez nous raconter comment ce binôme s'est formé et comment il fonctionne. Mais d'abord, je voudrais en savoir plus sur vos entreprises. Buddies and Trips, c'est quoi? Racontez-moi. Alors, Buddies and Trips, du coup, c'est une agence de voyage pour étudiants insolite et durable. Donc, en fait, ma cible principale, du coup, c'est les étudiants internationaux et français. Ouais. Et mon but, c'est de les faire voyager autrement en France. Et tout ça avec, du coup, des transports qui polluent le moins possible. Donc, transports en commun, train, vélo, mais aussi des activités avec des associations environnementales. Et à côté, du coup, des activités insolites, comme par exemple du bowling humain. Ça plaît en général pas mal. Allons bon. Donc voilà, cette partie-là. Alors vous nous expliquez ce que c'est que le bowling humain quand même. Justement, quand même, du coup, c'est dans une boule, on dévale une pente, ouais. Et le but, c'est de dégommer des quilles géantes. Donc voilà, activité qui plaît en général. Tout de suite envie de tester, ça me donne quelques idées. C'est une toute jeune entreprise. Vous l'avez créée quand? Et puis peut-être quel a été le déclic? Pourquoi on devient entrepreneuse? J'avais envie de liberté. J'avais pas envie forcément de travailler pour un patron. Et puis aussi j'avais très envie de créer ma propre structure. Et en fait, j'ai juste lié ma passion qui est le voyage et aussi le manque d'être étudiante avec. Et du coup, tout ça a fait que j'ai créé du coup cette agence de voyage. Donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. Présentez-nous, Dina Ranjamalala, votre société d'expertise Mikiris, c'est ça? Oui, j'ai créé récemment la société Mikiris, qui est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ouais. Avec un fort ADN en développement durable. Ça veut dire quoi ça, un fort ADN en développement durable? Ce sont mes convictions personnelles, ouais. J'aime beaucoup, j'ai fait des voyages en Allemagne et j'avais découvert en fait qu'ils faisaient le tri et tout. Et puis dans notre école aussi, on avait un projet développement durable que je n'ai pas pu faire, mais je voyais de loin. Et en fait, au cours de mes activités et surtout extra-professionnel. J'ai adhéré, j'ai fait un parcours... Mais si on rentre dans le cœur de votre métier, ça veut dire quoi? Par exemple, travailler aussi sur les données extra-financières de vos clients? Tout à fait. En fait, l'objectif, donc, c'est à terme d'auditer les données extra-financières des sociétés qui ont l'obligation de faire un rapport de durabilité. Et il y a en fait la réglementation européenne qui est entrée en vigueur. Et bientôt, les commissaires aux comptes nous auront la possibilité justement d'auditer ces données extra-financières. Ouais, nouvelle mission passionnante. Alors ce binôme, Manon Zarka-Grunwald, il est opérationnel depuis l'automne, c'est ça, depuis le mois d'octobre? C'est ça, oui, exactement. Comment vous vous êtes choisi? Racontez-moi, ça s'est passé comment? C'était surtout à partir de mes besoins. Je pense que du coup, Dina a été mise en relation avec moi parce que une grosse partie de mes problèmes au moment où j'ai commencé avec Entrepreneurs pour la planète, c'était la partie financière, du coup le business model, et du coup j'avais besoin d'aide sur cette partie-là, et c'est comme ça que du coup je pense ils m'ont donné Dina pour m'aider sur cette partie-là. Comment ça se passe vos échanges? Racontez-moi.
C'est assez fluide, en fait, c'est vraiment selon les besoins. Et puis, on se donne aussi des rendez-vous pour travailler ensemble, pour échapper un petit peu à la solitude de l'entrepreneuriat. Et puis, on a eu de la chance, on habite en fait pas très loin l'une de l'autre. C'était vraiment un vrai hasard. Et du coup, ça facilite la connexion. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vous qui déclenchez les... C'est quoi? C'est une fois par mois? C'est vous qui déclenchez la demande quand vous avez à être confronté à une difficulté précise? Oui, elle m'a surtout aidé au début pour le prévisionnel financier. Donc on a travaillé dessus ensemble. Mais oui, c'est un petit peu en fonction des besoins et aussi de nos disponibilités. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà mentoré une ou un chef d'entreprise? Non, c'est le premier mentorat. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai beaucoup appris. Ouais. Et ça m'a vraiment appris, j'ai appris de son audace et vraiment de toute cette volonté d'apprendre et comment dire, c'est vraiment... C'est aussi un échange entre deux entrepreneuses. Est-ce que cette dimension-là, elle vous semble importante, de faire une sorte de promotion de l'entrepreneuriat au féminin? Je commence avec vous, Dina, et je vous poserai la même question juste après. Tout à fait. Et puis il y a aussi un échange en fait de bonnes pratiques qu'on essaie de partager toutes les deux. On essaie aussi d'échanger nos réseaux. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est plus moi qui essaie de lui présenter des personnes selon ses besoins. Et si, par exemple, dans mes clients ou dans les personnes que je connais, il y a peut-être des besoins aussi, du coup, je propose à Manon de contacter s'il y a des besoins, en fait, et si elle a besoin de réponses par rapport à ces questions. Et c'est déjà bien. Alors, l'entrepreneuriat au féminin, c'est une dimension importante. Vous préférez, je ne dis pas que c'était peut-être un choix, d'ailleurs, est-ce que vous préfériez avoir une femme mentor plutôt qu'un homme mentor pour partager l'expérience ou pas forcément? Pas forcément, j'avais pas plus d'envie particulière par rapport à ça. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi dans le fait qu'on puisse s'aider vraiment dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas toujours facile aussi. Comme elle disait, Dina, elle travaille chez elle, donc elle est un peu seule. Moi, je suis quand même dans des espaces de coworking avec d'autres entrepreneurs, donc ça aide. Mais rien que ça aussi, ça permet de s'entraider et de s'aider à avancer. Oui, quand Dina parle de bonnes pratiques, qu'est-ce que ça éveille chez vous? De partager les bonnes pratiques? Peut-être tout ce qui est plus de mon côté pour l'organisation, parce que je sais que je suis assez organisée, peut-être que ça permet de donner quelques pistes à Dina. Donc ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens, mais moi c'est surtout aussi le côté, par exemple, pour l'instant je ne me sens pas prête à avoir des collaborateurs, et je vois elle s'est lancée dedans, et je trouve que voilà, c'est intéressant à voir aussi comment elle le prend en fait. Parce que manager, comme j'ai déjà été présidente de mon association, je vois déjà. Et donc, en fait, je suis un peu réticente, mais quand je vois que même des petites jeunes qui commencent et qui n'ont pas peur, je me dis, peut-être que il va falloir y aller. Bon, c'est très bien. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail de votre modèle économique. Vous en êtes où, la commercialisation des premiers voyages de Buddies and Trips? Ça démarre. Du coup, j'ai mes deux premières dates le 17 juin, du coup, pour aller... on reste dans Paris, mais du coup, découverte de lieux un peu insolites dans Paris, ainsi que dégustation de pâtisserie française, parce qu'il y a vraiment aussi ce côté culture française que je veux mettre en avant dans mes voyages. Et du coup, la deuxième date, ce sera le 24 juin avec un voyage à Provins avec des cours de cuisine médiévale. Donc là, le côté insolite qui revient. Et du coup, là, je suis en train un petit peu de créer les partenariats avec des écoles, au pair, universités, associations d'étudiants, vraiment un maximum pour aussi préparer la rentrée et du coup l'année prochaine. Donc ça va vraiment monter en puissance l'année prochaine. Cette dimension de tourisme durable proposée aux étudiants français ou internationaux, des voyages les plus durables possibles. Donc ça, c'est dans l'ADN de l'entreprise que vous créez. Après, il y a la réalité. Est-ce que ça a été parfois difficile, ou est-ce que c'est parfois difficile de trouver les partenaires qui remplissent ces critères-là? C'est toujours difficile. Je me suis donné de toute façon deux critères qui me rendent mes voyages assez difficiles. Le côté étudiant, donc abordable, ça c'est pas facile. Et le côté du coup écologique ne l'est pas non plus. Donc allier les deux, c'est encore plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments un peu plus écologiques ou durables peuvent paraître plus chers. Donc en fait, c'est ça un petit peu le challenge de mes voyages, c'est de trouver vraiment les activités qui vont faire que ça va sensibiliser les étudiants au tourisme durable tout en restant abordable. Est-ce que vous voyez le secteur en train d'évoluer au-delà de la création d'une entreprise comme la vôtre? Il y a pas mal de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses qui essayent de révolutionner un peu le monde du tourisme. Mais est-ce que vous voyez quand même cet univers changer aujourd'hui?
Alors ça change, mais pas énormément. Enfin, pour les étudiants, pas autant que ça. Oui, c'est pour ça que j'espère aussi, avec le fait de créer des voyages plus écologiques, que mes concurrents, en fait, en voyant que ça puisse marcher avec moi, vont aussi faire des efforts là-dessus. Et du coup, ça pourra amener un changement un peu plus global. Mais est-ce que la limite de l'exercice, c'est pas le nombre de kilomètres qu'on fait faire aux clients? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a ça. C'est vrai que pour l'instant, je reste qu'en France, justement, parce que je ne pars pas plus loin, parce que ça peut paraître plus compliqué. Mais oui, il y a forcément ce côté kilomètre qui rentre en compte, puis aussi le fait d'allier un train, puis après un vélo ou un bus. Enfin, c'est vrai que ça peut paraître long, compliqué pour certains. Donc ça aussi, c'est assez difficile. Dina Ranjamalala, vous parliez de votre réseau. Alors comment, quand on crée comme ça un binôme pour entrepreneurs pour la planète, ou là, en l'occurrence, entrepreneuse pour la planète, c'est quoi la mise en commun d'un réseau? Racontez-moi. La mise en commun d'un réseau, eh bien, en fait, je fais partie d'une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique de Paris. Jeune Chambre économique de Paris, oui. Et nous sommes des jeunes de 18 à 40 ans et nous souhaitons en fait donner un changement positif avec un impact positif sur la société. Et nous faisons beaucoup de débats, de soirées, de conférences également. Et on met en fait en avant des jeunes entrepreneurs qui sont à impact, et également aussi des associations qui travaillent dans le même domaine. Et d'ailleurs, nous avons fait un after-work ensemble avec les entrepreneurs pour la planète il y a un mois, je crois. Donc c'est plusieurs engagements qui se rejoignent en quelque sorte, tout à fait. Et puis voilà, c'est par rapport aux clients. Enfin, je choisis beaucoup aussi mes clients en fonction de leur engagement. Et s'ils ont des besoins, en fait, j'essaie de mettre en relation chaque activité quand c'est possible. Et puis après, et de mettre en relation les entrepreneurs. Il y a aussi le parcours. Alors peut-être que ça se rejoint, le parcours Atout RSE de Croissance Bleue. C'est quoi ça? C'est un parcours d'engagement qu'on a fait en fait au niveau comment on appelle ça, c'est le syndicat professionnel de l'ordre des experts comptables, des experts comptables qui s'appelle l'IFEC. Et il y a eu un parcours en fait d'engagement RSE où on est une dizaine d'experts comptables de confrères qui sommes accompagnés par Croissance Bleue pour améliorer justement, voir qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer notre engagement et mettre en relation nos engagements personnels avec la pratique. Et nous sommes accompagnés même pour améliorer notre offre et mettre en valeur ce qu'on fait en fait même au niveau professionnel dans nos cabinets, parce que des fois il y en a qui font quelque chose pour la planète et en fait qui n'en parlent pas. Et qui n'en parlent pas. Et ça, je trouve c'est très important ce que vous venez de dire. Il faut communiquer sur ces bonnes pratiques et sur ces engagements RSE. Un dernier mot, Manon Zarka-Grunwald, sur les prochains voyages que vous avez en tête, ce que vous voulez organiser dans les prochains mois. Oui, du coup, pour le moment, je commence un petit peu en Ile-de-France parce que comme j'y habite, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que mon but, c'est vraiment de m'étaler partout en France. Et parmi les prochaines destinations, il y aurait Strasbourg et Colmar, par exemple. Du coup, Strasbourg qui reste assez connu, mais Colmar moins, alors que c'est une très belle ville. Et sinon, après, ce serait pourquoi pas vers Bordeaux, la Dune du Pilat, toute cette partie-là aussi que je connais assez bien. Donc oui, vraiment essayer un petit peu de partir dans différents endroits en France et aussi beaucoup de voyages à vélo également. 100% à vélo, adapté aux étudiants. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à Buddies and Trips. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Emmanuelle Bourgueil. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes la cofondatrice de Things, créée en octobre 2020 avec Nicole Viltard. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'était vraiment une prise de conscience de la nécessité de consommer différemment. Et en fait, le parcours du combattant, quand j'ai essayé de vouloir réparer tous mes objets qui tombaient en panne, comme souvent avec la loi des séries. Oui. Et c'est vrai, on a tous été confrontés à ça. Le premier discours, c'est de nous dire ça ne sert à rien de le réparer, acheter neuf, ça vous coûtera plus cher de le réparer. Enfin, vous étiez confronté à ce genre de discours, vous vous êtes dit, c'est possible de faire autrement? Je me suis dit, c'est compliqué. Ou à qui se fier, ou même je vais pouvoir les réparer. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport au neuf? Quel est le juste prix? Et parallèlement, en discutant avec des copains artisans, je me suis aussi rendu compte qu'ils avaient des problèmes d'attractivité, de visibilité, parfois de fracture digitale.
parfois d'isolement. Ouais. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est une plateforme de mise en relation des consommateurs, citoyens et des artisans, c'est ça? C'est exactement ça, Thomas. C'est vraiment la plateforme digitale qui met en relation les citoyens éco-responsables, mais pas seulement, on va en reparler, et les artisans réparateurs engagés. Et concrètement, c'est une marketplace ou place de marché, tout en un, qui va vous permettre de réparer tous vos objets du quotidien, votre chemise, vos chaussures. Elle va encore bien. Peut-être qu'elle en aura besoin plus tard. Les meubles, les vélos, les ordinateurs. D'accord. Et donc la plateforme, là, elle démarre ce lundi 15 mai, c'est ça? C'est ça. En fait, on a démarré déjà il y a 4 ans. Hein, donc je pense qu'on a été un petit peu visionnaire sur le sujet. Et on est prêt parce que la plateforme est live, est en production depuis septembre 2022. Et comme c'est une place de marché, on a d'abord commencé par convaincre des artisans réparateurs engagés, qui ont un super profil et qui partagent la vision sociétale et environnementale de notre projet, pour ensuite l'ouvrir aux consommateurs. Et effectivement, on ouvre officiellement lundi. Ce lundi. Très bien, c'est une grande date, une date importante. Absolument. Donc vous avez fait un peu la liste des objets. Comment vous avez trouvé ou sélectionné les artisans qui sont vos partenaires? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est un des grands enjeux d'aujourd'hui. Hein, c'est d'avoir des artisans fiables, qui soient passionnés, sympas aussi, qui accueillent bien le client, et qui partagent qui font tout pour réparer. Et nous, on a plusieurs choses, on croise plusieurs informations. On a fait ce qu'on appelle des personas. Et on s'appuie sur des labels existants, notamment celui créé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui s'appelle les réparacteurs. Il y en a 7 ou 8 000 en France. Mais aussi, on s'appuie également sur des fédérations métiers, comme la Fédération française de la cordonnerie, multiservice, avec qui nous avons scellé un accord de partenariat. Et on discute aussi avec les éco-organismes, comme Refashion, qui gère la filière linge de maison, textile, cordonnerie, et qui va mettre en place, comme écosystème et écologique, le bonus réparation, pour inciter les consommateurs à réparer plutôt que jeter. Alors vous disiez tout à l'heure consommateurs éco-responsables, mais pas seulement. Pourquoi? En fait, aujourd'hui, réparer, c'est mieux. C'est mieux écologiquement. Ça, je pense que tout le monde est convaincu. Il y a 91% des consommateurs, ça c'est les chiffres de l'ADEME, Agence de la transition écologique, qui le disent, qui pensent que la réparation permet de limiter la quantité de déchets. Mais il y en a aussi 87% qui pensent que réparer permet de faire des économies en temps de crise. Et en ce moment, avec l'inflation, ça a vraiment tout son sens également. Oui, donc il y a aussi cette dimension purement économique. C'est quoi votre modèle économique, justement? Vous prenez un petit pourcentage de la prestation? C'est quoi? Alors, notre modèle économique, il est hybride. Nous, on ne se situe pas du tout dans l'ubérisation. Ce qui est très important, c'est que on croit beaucoup à la défense de l'artisanat de proximité et on veut mettre en avant nos artisans. Donc, on a opté pour un modèle hybride avec un système d'abonnement tout à fait raisonnable et de commission raisonnable également pour un bouquet de services payé par le réparateur. Et demain, quand on aura sur notre version 2 de la plateforme des fonctionnalités additionnelles comme la logistique verte, bien sûr, on mettra en place aussi des frais de service. On essaie d'être vraiment raisonnable pour donner envie aux consommateurs et aux artisans de nous rejoindre et créer cette grande communauté Things. C'est très vite, c'est combien d'artisans aujourd'hui qui sont... Aujourd'hui, c'est plus de 30 artisans sur 9 métiers différents. On attaque avec l'Île-de-France. C'est une place de marché, bien évidemment. Pourquoi on a choisi ça? C'est parce qu'il faut à la fois des vendeurs et des acheteurs. Et c'est pour ça que maintenant, on lance l'attraction B2C sur la plateforme avec le lancement et l'ouverture aux consommateurs. Ce lundi 15 mai. Merci beaucoup, Emmanuelle Bourgueil, et bon lancement, bon vent à Things. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!